En route pour cette troisième et dernière partie donc consacrée à Eumène de Cardia, hein, nous allons donc entrer ici dans le conflit avec Antigone le Borgne, bien connu d'ailleurs, hein, on a des sources assez précises chez Diodore, livre 18. Donc on avait bien compris que les deux hommes ont besoin d'alliés hein, dans les satrapies d'Asie, hein, parce qu'en clair, Antigone veut rallier Peyton, hein, avec lequel il va s'allier, hein, Peyton, qui est lui est le satrape de la Médie. Donc Eumène part, on va dire, à la poursuite d'Antigone et arrive en Susiane, sud de l'Iran actuel, et là il reçoit les renforts attendus, hein, à savoir ceux provenant des satrapies orientales qui sont dirigés par Peuquestas, l'ancien garde du corps d'Alexandre. Donc c'est une armée nombreuse, expérimentée, qui sur le papier voilà est plus importante que celle d'Antigone, mais on verra que ses alliés, hein, donc les généraux, sont peu fiables et vont contester son autorité. Donc voilà, c'est une armée bigarrée, hein, donc il y a bien sûr un noyau gréco-macédonien, il y a aussi les boucliers d'argent, mais voilà, des troupes levées donc en Mésopotamie, en Perside, en Arachosie et même en Inde, avec le satrape Eudamos, qui va donc amener des éléphants de guerre. On évalue hein, quand même des effectifs importants, à peu près 20 000 fantassins, 4 000 cavaliers, 120 éléphants. D'après les chiffres de Diodore, qui là sont relativement fiables pour le coup. Alors, on a vu et dit que l'autorité de Mède va être d'emblée contestée. En fait, les Macédoniens voudraient promouvoir comme chef de l'armée Peuquestas, l'ancien garde du corps d'Alexandre, qui avait d'ailleurs sauvé la vie en Inde, satrape donc de Perside, et ils estiment voilà que le commandement de l'armée royale doit lui revenir de droit, tandis que dans le même temps, Antigénès, donc qui est le commandant des boucliers d'argent, déclare que le stratège doit être désigné par un vote, comme c'est de tradition, donc par ce qu'on appelle l'assemblée des Macédoniens en armes. Alors, Eumène va être très habile, là pour le coup, on y reviendra dans le bilan, c'est qu'il va imposer, en fait, en tout cas sur la forme, un commandement collégial et adopter, de manière très très habile, hein, un cérémonial, en fait, autour du trône vide d'Alexandre. Hein, une espèce de culte héroïque pour, on va dire, rallier les Macédoniens à sa cause. On y reviendra. Plus tard, hein, voilà, décrit un peu voilà toutes ces dissensions au sein donc du camp, on pourrait dire, de Maine. Et c'est dans ce contexte-là qu'une première bataille a lieu aux confins de la Susiane et de la Carmanie. Donc c'est vraiment une grande bataille, une des plus grandes batailles des Diadoques. Hein. C'est la bataille de Parétacène, l'automne 317. Et on pourrait dire, hein, on prend une sorte de néologisme pour l'époque, c'est que Antigone remporte une victoire à la Pyrrhus. Hein, il est victorieux, mais il subit de très lourdes pertes. Donc là, les deux armées se retirent pour leur quartier d'hiver, mais Antigone, le rusé, expérimenté, parvient en fait, par une attaque surprise, à contraindre Eumène à livrer bataille en Médie, à la bataille de Gabienne, qui est elle aussi bien connue, donc là aussi par Diodore. Les Argyraspides vont se battre vaillamment, mais Peuquestas, qui commande la cavalerie, va rompre le combat, et ce qui va, en clair, permettre à Antigone d'attaquer le camp des Argyraspides. Donc quand on parle de camp, hein, il faut voir aussi les bagages, certes, les trésors, mais aussi les femmes et les enfants. Et donc, les Argyraspides vont livrer Eumène à Antigone, qui le fera exécuter en vertu de la décision de l'Assemblée macédonienne, hein, après la mort de Cratère. Donc voilà pour cette campagne contre Antigone. Alors,
Je ne vais pas trop revenir, parce que là, il s'agit plutôt, on va dire, de recherche du type universitaire sur, voilà, Eumène, satrape de Cappadoce. Mais on peut juste dire un mot intéressant, c'est qu'en fait, c'est un des rares satrapes macédoniens dont on connaît la politique, par quelques allusions, hein, c'est quelques phrases, hein, mais qui font voir qu'il va maintenir un petit peu, on va dire, la politique d'Alexandre d'intégration des indigènes, des autochtones, à travers voilà, des chefs de garnison, des juges, des administrateurs locaux. Donc c'est intéressant pour ça, c'était étudié d'ailleurs par Pierre Briand, hein, l'administration de Maine dans sa satrapie de Cappadoce. Même chose, il va également lever des troupes indigènes, donc des cavaliers notamment. Donc là, on pourrait dire qu'il reprend à son compte la politique d'Alexandre. Il montre aussi une forme de pragmatisme, hein, parce que, bien sûr, il a besoin de troupes. Alors, on pourrait revenir aussi sur voilà sa loyauté envers les rois. On l'a dit, c'est vraiment la matrice, hein, voilà, de sa ligne de conduite. Donc dynastie, voilà, auprès de la dynastie argéade, ainsi que donc ses relations voilà privilégiées avec Olympias, qui lui demande plusieurs fois conseil, et également avec Cléopâtre. Donc pour revenir donc sur le bilan qui peut être instauré, et c'est ça qui est intéressant qu'on avait évoqué, c'est qu'il va donc introduire un cérémonial à travers donc le trône vide d'Alexandre. Donc c'est des faits donc, qui sont connus par Plutarque, et donc c'est une manière voilà d'obliger, on pourrait dire, les généraux et les satrapes à suivre son commandement. Hein, voilà, il a recours au souvenir du conquérant, et voilà, ça permet de légitimer un pouvoir très contesté, hein, sachant voilà que Ptolémée donc lui détient la momie d'Alexandre en parallèle, hein, et donc lui aussi avait compris hein, l'avantage que peut conférer l'image, ou là en l'occurrence le corps du roi défunt. Donc voilà, il y a toute une suite de témoignages hein, où il va faire, enfin qui disent hein, Ahmed va faire fabriquer un trône d'or, déposer les insignes royaux, hein, dont le diadème, la couronne d'or et le sceptre, ainsi que les armes supposées d'Alexandre. Et voilà, il va même d'ailleurs carrément ajouter un culte, hein, on pourrait dire, en l'honneur du dieu Alexandre. Alors, bien sûr qu'il y a des enjeux politiques derrière tout ça qui paraissent assez évidents, qui sont sous-entendus donc de rallier les généraux à sa cause. Donc pour le bilan qu'on pourrait voilà apporter sur le cas Eumène, qui est un cas d'école, on pourrait dire, c'est d'abord la question de ses origines grecques. Est-ce qu'elles sont si importantes que ça? Parce que voilà, dans les traditions des historiens antiques, le fait qu'il soit grec, voilà, est vraiment mis en avant. Alors plutôt, évidemment, en opposition à l'aristocratie, on va dire, traditionnelle macédonienne. Alors attention, il n'est pas le seul grec de haut rang. Hein. On connaît, on connaît Mélios, on connaît Néarque, hein, évidemment le marin, les frères Érigios et Laomédon. Donc voilà, il y a quand même des compagnons qui sont d'origine grecque. Alors, on pourrait aussi se poser la question, c'est est-ce que ces origines ont été véritablement le ferment de sa défaite, sachant qu'on a vu que son autorité est quand même contestée. On peut rappeler voilà Néoptolème qui fuit au milieu de la bataille contre Cratère. On rappelle aussi Peuquestas, même chose, hein, qui va tourner, on va dire, sa veste au moment donc de la bataille contre Antigone. Donc voilà, on comprend qu'en tout cas la classe traditionnelle macédonienne conteste le pouvoir de Mène, certes parce qu'il est grec, donc il n'appartient pas à l'aristocratie macédonienne, mais aussi parce que on le voit par des allusions, voilà, on lui reproche d'être un scribe, hein, le scribe grec entre guillemets. Voilà. Donc on comprend aussi, hein, c'est que ça, le fait qu'il soit grec va l'obliger à la loyauté envers les Argéades, c'est-à-dire
sans cette loyauté, il est fini, ou en tout cas son ambition est mise à mal. Donc voilà, on pourrait se poser la question, hein, est-ce que c'est vraiment une figure originale parmi les diadoques? Alors on pourrait dire que oui, par rapport, même si je l'ai pas trop évoqué, à sa politique envers les autochtones, notamment Cappadoce, qu'il va intégrer voilà, dans sa politique, hein, en conservant les cadres locaux. Il montre aussi, voilà, un attachement, on l'a dit et redit, donc à la dynastie argéade, ainsi qu'aux princesses Olympias et Cléopâtre. Et là aussi c'est intéressant, c'est que voilà, avec on va dire la même aisance, hein, il peut figurer le secrétaire royal, voilà, rompu à la négociation, qui connaît tous les secrets d'Alexandre, etc., que le stratège accompli, hein, sachant qu'il a tout de même vaincu dans d'immenses batailles rangées, ne serait-ce que Cratère et Séleucos, ce qui va donner beaucoup de fil à retordre à Antigone, qui est quand même vraiment la grande figure, qui sera quasiment invaincu jusque 301, donc sa défaite finale à la bataille d'Issos. Et en dernier point, et c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, on a un témoignage important le concernant. On rappellera qu'il est le seul diadoque à avoir une biographie de la part du fameux Plutarque, qu'il a un lien privilégié avec Hieronymus de Cardia, qui, on le sait, a écrit une œuvre qui fait autorité dès l'Antiquité sur les diadoques et qui sert de base, notamment pour le récit de Diodore. Donc voilà pour cette figure originale parmi les diadoques, qui est celle de Mène de Cardia. Je vous remercie pour votre attention.